Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, l'émission de TV5 Monde entièrement consacrée au développement durable. Comme chaque semaine, nous allons donner la parole à ceux qui travaillent à la préservation de notre bonne vieille terre. Alors c'est parti pour une demi-heure. Voici le sommaire. Maurice prône l'anarchie florale. Ce Zurichois est comme un célèbre dictionnaire, il sème à tout vent, et cela à la barbe des autorités. L'aide internationale continue d'arriver en Haïti, tentes, aliments, médicaments, mais pas un seul arbre. Et pourtant, il y a urgence. Notre séquence éco-gestes dans la cuisine, quelques gestes simples pour réduire sa facture énergétique. Enfin, deuxième partie de notre feuilleton, retour au Mali, où des Touaregs ont réussi à faire pousser du blé en plein désert. Et Coup de pouce pour la planète, c'est aussi un invité chaque semaine. Cette fois, c'est Hubert Reeves qui a accepté de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va s'intéresser à votre parcours et à votre engagement dans un instant. Mais d'abord, l'image qui a retenu notre attention cette semaine, ou plutôt une déclaration. Je vous propose d'écouter. Pour concilier nos besoins en énergie et prévenir les pires conséquences du changement climatique, nous allons avoir besoin d'augmenter nos fournitures d'énergie nucléaire. C'est aussi simple que cela. Cette seule centrale, par exemple, émettra chaque année 16 millions de tonnes de CO2 de moins qu'une centrale à charbon. C'est comme si on retirait de la route 3,5 millions de véhicules. Alors vous avez reconnu Barack Obama, le président américain. Ça faisait près de 30 ans que les États-Unis n'avaient pas eu de centrale nucléaire. La Maison-Blanche va débloquer 8 milliards de dollars pour la construction d'une toute première centrale en Géorgie. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir une énergie sûre et propre. Pour vous, Hubert Reeves, est-ce que le nucléaire, c'est l'avenir? Non. J'ai été très partisan, mais je le suis de moins en moins. Je ne crois pas que ça soit une solution à long terme. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, c'est le fait en particulier que le nucléaire, comme le pétrole, seront épuisés assez rapidement à l'échelle de temps de l'humanité. On se prépare à rejouer le même jeu. On a tout investi dans le pétrole et puis on se dit il n'y a plus de pétrole. Là, ça va être un peu plus long, c'est quelques siècles. Alors on peut dire je m'en fous, dans quelques siècles je serai mort. Mais si on est responsable, on préconise des énergies qui sont à l'échelle de temps de l'humanité, dans lequel des milliers, l'humanité existe depuis des millions d'années. Il n'y a qu'une seule source qui soit durable à cette échelle, c'est le soleil, ce sont les renouvelables. D'accord. Alors que coincé quelque part à un moment donné, on a besoin, pour moi le nucléaire ça peut être un appoint, mais à long terme, ce n'est pas la bonne solution. Mais vous parlez des énergies renouvelables, mais on a l'impression qu'elles ont du mal à s'imposer dans la société aujourd'hui, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'y faire? Oui, je ne sais pas, parce que ça représente des changements de société. Ce qui est clair, c'est que si vous voulez de l'eau chaude dans votre baignoire, il faut faire quelque chose. Et que la meilleure solution, à mon avis, mais j'ai des collègues qui ne sont pas d'accord, je vous présente mon avis personnel, c'est que le nucléaire, ce n'est pas une solution durable, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution serait d'investir massivement, justement pour... il y a les difficultés, vous en avez parlé, il y a le rendement qui n'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est quelque chose qui peut se développer, c'est un sujet de recherche, c'est un lieu où on pourrait avoir de l'embauche pour des jeunes. Je crois que le projet qui me paraît le plus favorable, c'est tout feu sur le nucléaire, sur le solaire. Le solaire, et, oui. et le nucléaire, bon, qu'on en ait besoin comme un appoint, mais bon, voilà, vous me demandez mon opinion, je vous l'ai dit, moi je ne pense pas vous êtes que là ça pour la soit une donner. solution Vous êtes là pour la donner, d'avenir. votre opinion. Et d'ailleurs, c'est pour votre engagement que nous vous avons invité. Mais on va laisser la parole aux anonymes, si vous le voulez bien. On va aller en Suisse, où un drôle de personnage mène une guérilla pacifiste dans l'illégalité la plus totale. Eh bien, il sème à tout va. Et quand je dis qu'il sème, eh bien, c'est au tout premier sens du terme. C'est le coup de pouce de l'émission et il nous vient de nos confrères de la TSR. Maurice Magui habite Zurich. Lui, sa façon d'agir, c'est de reverdir la ville. Au pied des arbres, il sème des plantes grimpantes comme ici, en pleine bordure de trafic. Oui, elles sont belles, elles ont bien fleuri. Je pense que c'est grâce à la chaleur des gaz d'échappement qu'elles sont encore en fleurs. Derrière ce geste, la même volonté de réveiller les esprits.
Oui, c'est une mission, un moyen de communiquer ou de susciter la réflexion sur ce que l'on voit et ce que l'on vit. Un moyen de faire réfléchir, en somme. Maurice Magui joue au jardinier depuis 25 ans. Sur cette carte, en rouge, tous les endroits où il a sévi. C'est illégal, mais la police laisse faire. Maurice appelle ça de l'anarchie florale, mais sur le net, ça s'appelle le guérilla gardening. Là aussi, le web a son rôle à jouer. Guérilla gardening, c'est devenu un terme à la mode. Et donc, tout le monde sait ce que c'est. Aujourd'hui, les gens comprennent ce que je fais. Je n'ai plus besoin de leur expliquer. La nuit tombe, c'est le moment d'agir. Nous partons pour un parc nouvellement construit, un lieu qui, selon le Zurichois, manque de vie. C'est une architecture d'ordinateur. Sur l'écran, ça paraît très bien, mais en vrai, je trouve ça très froid. Pour y remédier, Maurice Magui va semer une vingtaine de plantes différentes. Le résultat se verra au printemps. En attendant, il a le sentiment du devoir accompli. Alors Hubert Reeves, ce genre d'initiative, ça vous paraît anecdotique ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? C'est génial. Je crois que c'est important que les villes retrouvent la vie des fleurs, la vie. Aujourd'hui, dans les villes, s'est habitué à avoir des pesticides pour détruire les soi-disant mauvaises herbes, qui ne sont pas mauvaises du tout. Je crois que ce retour à l'idée que la nature est belle en elle-même, qu'on n'a pas à y investir des sommes et des pesticides qui détruisent les insectes, qu'on peut laisser faire simplement, moi je trouve ça très bien. Dans une logique développement durable, il faut partir d'actions individuelles, avoir une sorte de désobéissance civique comme ça? Dans certains cas, oui, je crois, effectivement. C'est pas quelque chose qui est violent ou quelque chose qui est blâmable. Je trouve que c'est très bien que des gens prennent des initiatives, même si c'est à la limite de la légalité, parce que le but à atteindre, on sait que maintenant, de plus en plus de gens vivent dans les villes. On a dépassé le 50% à l'échelle mondiale. Donc les villes doivent devenir habitables. Et quelle plus belle façon de les rendre habitables. Donc il faut faire revenir la nature. Il faut faire venir la campagne en ville. Vous êtes prêt, vous, à rencontrer ce Zurichois pour en discuter avec lui, par exemple? Oui, bien sûr. Je suis tout à fait... Ce projet me paraît très astucieux, manifester de la volonté personnelle, de l'invention, des idées. C'est de ça qu'on a besoin. On a des problèmes graves et on peut les résoudre, du moins certains d'entre eux, avec des initiatives. Et celle-là, je la trouve excellente. Alors, Hubert Reeves, toute l'équipe vous a réservé une petite surprise. Je vous propose de regarder certaines images, de les regarder, de les découvrir et de les commenter vous-même. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai déjà reconnu. C'est Ça vous rappelle quelque chose? Où j'étais, le collège Brébeuf à Montréal. J'ai retrouvé le 3200 chemin Sainte-Catherine. C'est le lieu où j'ai étudié pendant 10 ans. Oui, vous avez fait votre scolarité dans ce collège de 1940 à 1950. Exactement, chez les bons pères jésuites. Et lorsqu'ils ont appris que vous seriez notre invité, eh bien, les responsables de votre ancien établissement ont voulu nous faire parvenir ces images. Oui, et l'une des élèves de ce collège a voulu vous poser une question qui justement fait le lien entre votre engagement pour la planète et votre amour du cosmos, vous, l'astrophysicien. Écoutez. Monsieur Reeves, si nous considérons que la situation sur Terre est aggravante et qu'il faut penser en termes de développement durable, comment pouvons-nous expliquer que nous négligeons complètement une autre pollution, soit celle de l'espace? En effet, par exemple, les satellites envoyés en orbite ne redescendent jamais sur Terre, même une fois leur mission accomplie. Ne faudrait-il pas commencer à penser à la pollution que nous étendons jusque dans l'espace? Oui, c'est un problème qui est très présent et qui est très discuté aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a même de plus en plus d'accidents. C'est-à-dire, il suffit d'un petit morceau de clou, et même un petit éclat de peinture, quand il arrive à 7 km par seconde, il fait des ravages. Et on s'aperçoit que c'est un problème. On a fait comme si il y avait de l'espace pour tout. On s'aperçoit qu'il y a des limites. C'est la leçon que nous avons. Par exemple, nous vidons les océans. On ne s'est pas rendu compte qu'en pêchant beaucoup, on atteindrait la limite
qui est qu'aujourd'hui, on pêche 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Toujours, c'est ce genre de limite. On va y revenir à cette problématique. Et en particulier, sur l'espace, c'est vrai qu'il y a maintenant des activités qui essaient de remédier à cela, ou en tout cas d'envoyer des satellites qui redescendent d'eux-mêmes. Parce que s'ils redescendent suffisamment bas, ils disparaissent, ils brûlent dans l'atmosphère. Mais ça, il faut que ça soit planifié à l'avance. Si on les installe très bien, ils peuvent rester indéfiniment. Et si, comme il y a eu l'an dernier, les Chinois ont essayé une arme, ils ont réussi à pulvériser un satellite, eh bien évidemment, ça a envoyé des milliers de débris dans l'espace, et ça, c'est catastrophique. Alors, non, c'est un jardin qu'il faut également commencer à gérer et de façon urgente. Alors, coup de pouce pour la planète, c'est aussi chaque semaine un coup de gueule. Et cette semaine, France Vaillant a voulu évoquer le cas de Haïti. On regarde. Haïti s'éloigne. 5 semaines après le séisme, les caméras carnivores désertent le pays. Il n'y a plus de miraculés à se mettre sous l'objectif, seulement des survivants et des ONG. Et les experts de dégainer leurs calculettes. Pour sa reconstruction, Haïti devrait recevoir 4 milliards de dollars. Et si on profitait de ces aides pour faire naître ou réveiller une sensibilité écologique? L'affaire est sérieuse. Depuis son indépendance au début du 19e siècle, le pays connaît une catastrophe écologique chronique. La farandole des dictateurs qui se sont succédés n'a pas seulement martyrisé ses habitants, elle a aussi pillé et laissé piller le patrimoine naturel. Aujourd'hui, le couvert végétal ne représente plus que 2% du territoire. Les arbres ont été transformés en charbon de bois pour le chauffage et la cuisson. Regardez ces reliefs, une tonte à 0. Et ce désastre écologique occasionne son lot de drames. Plus aucune racine n'amortit désormais les pluies torrentielles. Alors les eaux ruissellent et occasionnent des glissements de terrain toujours plus meurtriers, comme ici au Gonaïves, la 3e ville du pays, en septembre 2004, bilan 2000 morts. L'arrivée de la saison des pluies commence dans 6 semaines et la saison des ouragans qui suivra promet d'être particulièrement intense. Combien de nouveaux morts? Parlera-t-on encore longtemps de pays maudits? Sur les 4 milliards promis pour la reconstruction d'Haïti, combien échapperont à l'incurie gouvernementale? Combien iront au reboisement du pays? Hubert Reeves, ce coup de gueule, vous le comprenez? C'est vrai qu'on a réagi de façon épidermique au tremblement de terre, mais il y a une autre catastrophe qui est en cours depuis très longtemps. Qui a amplifié les dégâts. C'est un peu comme la question du tsunami. Le tsunami, ce n'était pas humain, mais le fait d'origine humaine, mais d'avoir coupé les mangroves fait que le tsunami a eu des effets beaucoup plus catastrophiques. Aujourd'hui, on se rend compte comment notre interaction, et Haïti, malheureusement, en est un exemple particulièrement cruel, dramatique, on s'aperçoit que notre activité a pour effet que des catastrophes naturelles, tremblements de terre ou tsunami, ce n'est pas la faute des êtres humains, mais les effets sont amplifiés parce qu'on a démoli la structure qui aurait permis de les amortir. On va parler maintenant de l'année 2010, parce que c'est un petit peu particulier cette année. C'est l'année internationale de la biodiversité. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Nous avons décidé de l'aborder de façon un peu concrète avec un sujet qui est dans l'actualité, la pêche au thon. Vous le savez, dernièrement, la France s'est engagée vers une interdiction de la pêche industrielle. Alors, pour bien comprendre la problématique, on va regarder un extrait d'une série de la télévision suisse qui s'appelle « Le cours du jour ». Le thon rouge est un poisson migrateur qui revient chaque année se reproduire sur certaines zones de Méditerranée. C'est là qu'il est capturé à grande échelle. En quelques années, un marché de plusieurs centaines de millions de dollars s'est développé dans la région. Désormais, les navires-usines asiatiques récoltent leur thon bien engraissé, aussi bien à Malte qu'en Italie, en Espagne ou en Croatie. Pour sauver l'espèce, il faudrait faire une pause. Mais les hommes d'affaires estiment que les scientifiques avancent trop lentement. Seule solution, reproduire le thon en captivité, comme les autres espèces. Malheureusement, le thon rouge est une espèce mystérieuse, très difficile à étudier en laboratoire. Il risque bien de disparaître avant que les biologistes ne maîtrisent sa conception artificielle.
Hubert Reeves, tout à l'heure, vous évoquiez la pêche, la surpêche même. L'élevage, pour vous, ce serait la solution pour sauver certaines espèces? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je vais vous dire ce que je lis dans la littérature. C'est que là aussi, on prend beaucoup de nourriture, on diminue la quantité de nourriture disponible pour les humains en faisant des écoles de pêche, et ça ne paraît pas raisonnable. Enfin, l'opinion des gens qui s'y connaissent disent que ce n'est pas une solution à long terme. Ce que vous entendez, c'est qu'en touchant à la biodiversité, on touche aussi à l'humanité. Exactement. La biodiversité, nous en faisons partie. C'est toutes les relations qui existent entre les différentes espèces. Et l'année de la biodiversité, c'est justement pour se dire, c'est pas simplement que les tigres vont disparaître ou que les éléphants de tel endroit, c'est que même les animaux les vers de terre disparaissent. Alors, la perte des ours polaires, c'est grave. La perte des vers de terre, c'est bien plus grave. Pourquoi? Parce que les vers de terre fertilisent le sol et leur disparition diminue la quantité de sol que nous pouvons utiliser. Alors, je vais vous montrer un geste concret. Parce qu'on va passer à une rubrique un peu spéciale de l'émission. Je vais dire lumière. C'est la rubrique éco-gestes de Coup de pouce pour la planète. On va parler de tous ces petits comportements qui font avancer la cause du développement durable. Et le tout est expliqué par nos confrères de Télé-Québec. Votre réfrigérateur utilise environ 11% de l'énergie totale consommée à la maison. Voici donc quelques petits conseils qui vous permettront d'obtenir le rendement optimal de votre appareil. Prévoyez un espace entre le réfrigérateur et le mur pour que l'air chaud dégagé par l'appareil circule et ne fasse pas travailler inutilement le système de refroidissement. Lorsque les condenseurs et les serpentins à l'arrière du réfrigérateur sont recouverts de poussière, le moteur est davantage sollicité et consomme plus d'électricité. Pour être certain que les joints d'étanchéité sont bien ajustés, fermez la porte de votre réfrigérateur sur une feuille de papier. Si elle ne tient pas en place, il faudrait penser à les changer. C'est important de ne pas trop remplir le réfrigérateur et de bien placer la nourriture à l'intérieur de sorte que l'air puisse circuler facilement. Par contre, un appareil vide ne fonctionnera pas de façon efficace. Si vous n'avez pas encore fait l'épicerie cette semaine, placez un contenant d'eau pour conserver la fraîcheur. Les réfrigérateurs ne sont pas éternels et le remplacement d'un vieil appareil pourrait être très économique. Et vos éco-gestes nous intéressent. Racontez-nous ce que vous faites pour la planète sur www.tv5monde.com/c2p. Hubert Reeves, vous-même, vous y faites attention à tous ces petits gestes? Une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est la diminution des pesticides, parce que les pesticides empoisonnent nos champs, font disparaître les papillons. On a l'impression que les pesticides sont en régression. Comment est-ce qu'on peut favoriser la régression des pesticides? C'est en mangeant bio. D'accord. Ça, je crois que c'est un objectif fondamental. Aujourd'hui, le Grenelle d'environnement a prévu de diminuer la quantité de pesticides, mais c'est relié certainement à la quantité de nourriture bio que chacun, quand il va au centre d'achat, sache que le fait d'acheter bio aide à la préservation des papillons et des fleurs sauvages comme celles qu'on a vues à Zurich. D'accord. Alors on va justement, et je vais redire, lumière passer au feuilleton de Coup de pouce pour la planète. Ça tombe très très bien puisque nous allons parler du blé dans le désert. C'est l'épisode 2 du reportage de nos confrères de la RTBF. La semaine dernière, ils nous faisaient découvrir ces Touaregs qui arrivent à cultiver du blé en plein milieu aride. Vous allez le voir, leur méthode ancestrale intéresse de plus en plus des investisseurs de l'intérieur et de l'extérieur. Ils sont là. Les champs du blé du désert s'étalent à perte de vue sur des milliers d'hectares. Nous sommes à la fin de la saison des pluies, les semailles datent de plusieurs semaines. Le blé est ici une culture de contre-saison depuis des siècles et on en est très fiers. En faire 3 fois plus. En tout cas, la coopération belge y croit à ce potentiel. Elle a décidé d'investir dans le blé du désert. Mathias Lardinois, un jeune coopérant belge, visite le terrain et les champs de Guiré pour la première fois.
Il s'est installé à Tombouctou il y a quelques semaines et il est chargé de piloter le projet Alkama, ce qui veut dire blé en songhai. Compte tenu des difficultés, donc chacun est obligé de chercher quelque part une mare, un bras pour irriguer. Il faut se servir des expériences qui ont existé et voir comment on peut réhabiliter ce qu'il faut, comment on peut étendre ce qu'il faut. Maintenant, il faut aussi garantir la rentabilité des équipements. Hein. Des aménagements rentables, une agriculture vivrière profitable, le blé du désert source de bons revenus. À contre-courant de toutes les idées reçues, voici notre deuxième surprise. Ici, tout le monde y croit. Et pour une fois, un projet de développement se greffe sur quelque chose qui marche déjà. Ousmane Traoré nous montre son périmètre. Et pourtant, lui n'est pas agriculteur, c'est un investisseur. Je suis accompagné par une association des agriculteurs. Moi, j'ai la motopompe, puis je finance aussi la campagne. Donc vous financez la motopompe, vous avez acheté la motopompe? Oui, oui. Le gasoil qui va avec? Oui. La semence. Bref, tout ce qui est côté finance, c'est moi qui assure. Et vous espérez gagner de l'argent avec les champs qui sont ici? Oui, oui. Ah oui, vous croyez que vous allez rentrer dans vos investissements? Oui, oui. Et donc l'agriculture, c'est un bon investissement? Oui, c'est un bon investissement. Vous avez eu de la difficulté à convaincre les agriculteurs de venir avec vous? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui m'ont poussé à rentrer là-dedans. Sinon, moi, je suis un entrepreneur. Ah oui, d'accord. Dans le bâtiment. Et vous espérez une bonne récolte ici? Oui, on voit déjà quelque chose. Donc, je pense dans l'avenir, c'est sûr que ça va nous rapporter. Et vous allez continuer? Inch'Allah. Ah oui, ça, je ne vais laisser pour rien au monde. Je suis tout à fait impressionné de voir justement l'étendue de ces champs, le débrouillardise, je vais dire, des paysans pour justement arriver à faire pousser ce blé au milieu de nulle part. Hein. On est vraiment ici aux portes du Sahara, hein, donc les dunes sont là juste derrière. Hein. Et donc l'idée un peu, c'est à partir de l'expérience des paysans, à partir de la production actuelle, essayer de travailler un petit peu avec les producteurs pour améliorer les pratiques de production, mais surtout travailler sur l'ensemble de la filière. Hein. Donc c'est pas tout de produire le blé, il faut également pouvoir le vendre tel quel ou même le transformer. Voilà, du blé dans le désert, un reportage signé Patrick Delamalle et Jacques Dauchamp, un 3e épisode la semaine prochaine. On va passer, Hubert Reeves, si vous le voulez bien, à la séquence coup d'œil de cette émission. Je propose de regarder un petit clip d'une ONG qui nous rappelle à notre devoir d'éco-citoyen. Et remerciements à la fondation Surfrider qui a produit ce petit film et qui organise chaque année une journée de ramassage des déchets sur les plages. Hubert Reeves, je vous ai vu fasciné par ce film. Oui, ce que je trouve bien dans votre émission, c'est que vous gardez un certain optimisme. Vous avez montré qu'il y a des choses qui marchent. On a vu ce personnage qui plante des fleurs dans les villes. On a vu le blé au Mali. C'est important de donner une impression que quand on fait quelque chose, on peut faire des choses et des choses peuvent marcher. C'est très important de s'opposer à l'espèce de pessimisme ambiant qui consiste à dire c'est foutu, il n'y a rien à faire. C'est quand on dit que c'est foutu que c'est foutu. C'est quand on voit, comme vous le montrez, des choses, des gens qui ont pris des projets, qui ont fait des projets et qui ont marché, ce que ça donne aux téléspectateurs l'idée qu'eux-mêmes peuvent faire des choses et ça les motive. Ça, je trouve que c'est excellent. Félicitations à votre émission. Et au nom de toute l'équipe, merci pour ces compliments. Nous arrivons à la fin de cette émission. Et à la fin de chaque émission, nous allons octroyer 40 secondes à l'invité, 40 secondes pour son coup de pouce pour la planète. Ce sont vos 40 secondes à vous. Top chrono, Hubert Reeves.
Alors, moi, j'ai parlé plusieurs fois, et c'est quelque chose qui m'est très important, c'est la diminution des pesticides. Quelqu'un a dit, tout se passe comme si nous faisions la guerre à la nature, et si nous gagnons, nous sommes perdus. Il faut se rendre compte que ce que nous faisons, et en particulier les pesticides qui empoisonnent les champs, qui diminuent les abeilles, on sait le problème des abeilles aujourd'hui, qui diminuent les papillons, qui diminuent la fertilité du sol, c'est un objectif pour moi majeur à cette période de diminuer cette intrusion de molécules composées par les êtres humains qui font des ravages. Merci beaucoup. Pile poil 40 secondes. Merci Hubert Reeves d'avoir été notre invité. Je voudrais signaler 2 de vos ouvrages. D'abord, Arbre aimé, recueil de textes et de photos aux éditions du Seuil. Et puis, Je n'aurai pas le temps, chez le même éditeur, c'est votre autobiographie. Juste une dernière question très rapidement. Je n'aurai pas le temps de quoi ? Je n'aurai pas le temps de tout savoir, de tout explorer. Je voudrais avoir le temps de connaître notre univers, d'en connaître beaucoup plus. Et je sais qu'évidemment, l'âge, c'est l'âge, et qu'il viendra une période où je ne recevrai plus mes revues scientifiques qui m'apprennent toutes les merveilles que les scientifiques ont découvertes sur notre univers. C'est ça ma frustration. Merci Hubert Reeves d'avoir été notre invité. C'est la fin de Coup de pouce pour la planète. Vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Direction Internet pour nous en parler, www.tv5monde.com/C2P. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Facebook. À la semaine prochaine. Notre invitée sera Laurence Tubiana, fondatrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Excellente suite de programmes sur la chaîne francophone.